Voilà pour le sommaire. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Et nous démarrons cette édition par le communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba, cité sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Ibrahim Adjombele. Bonsoir Nianyalou Traoré. Avec vous donc le contenu du Conseil. Tout à fait, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vous également bonsoir au chapitre des mesures législatives au titre du ministère, au titre de la primature sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics sont gérés par la loi numéro 94-09 du 22 mars 1994. Après plus de 2 décennies d'application, il est apparu nécessaire de procéder à la relecture de la loi du 22 mars 1994 pour l'adapter à l'évolution de l'environnement institutionnel et apporter des précisions à certaines de ses dispositions. Le présent projet de loi prend en charge ces préoccupations. Il introduit la direction générale comme mode d'organisation des services centraux et précise les critères permettant de justifier la création d'une direction générale. Il étend les missions des services de la superstructure à la police des structures, à la coordination, à l'évaluation et à la révision des politiques publiques et à la définition de la stratégie de contrôle interne. Il apporte des précisions concernant les différences entre le service rattaché qui a une durée déterminée et le service rattaché dont la durée est indéterminée. Il crée la catégorie des établissements publics à caractère social dans lesquels sont classés les organismes de gestion des régimes de sécurité sociale et de promotion de l'emploi dont les spécificités ont été gérées jusqu'ici dans le cadre l'exception au texte sur les établissements publics à caractère administratif. Il réaffirme le principe de l'adéquation entre le profil et le poste pour la nomination aux emplois supérieurs et le principe d'égalité, d'équité et de transparence conformément à la Charte africaine des valeurs et principes du service public dans les domaines aux emplois administratifs supérieurs. Il introduit l'appel à candidature pour la nomination au poste de directeur d'établissement public, de projets et programmes organisés sous forme de services rattachés. Il introduit les autorités administratives indépendantes dans la typologie des services publics en tant qu'organismes administratifs agissant au nom de l'État sans toutefois remettre en cause le principe de leur indépendance. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro H901 ML signé ici à Bamako le 23 décembre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet de reconstruction et de relance économique. Le gouvernement de la République du Mali a signé ici à Bamako le 23 décembre 2013 avec l'Association internationale de développement IDA un accord de financement des montants de 65 200 000 droits de tirage spéciaux, soit 48 milliards 475 millions de francs CFA environ, pour le financement du projet de reconstruction et de relance économique. Ce financement contribuera à la relance économique à travers la réhabilitation des infrastructures de base, la restauration des activités productives des communautés cibles touchées par la crise dans notre pays et le renforcement des capacités institutionnelles des collectivités locales participantes. La ratification est une étape nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro H890ML signé à Bamako le 23 décembre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique. L'Association internationale de développement a mis à la disposition du gouvernement de la République du Mali un financement d'un montant de 7 900 000 droits de tirage spéciaux, soit 5 milliards 873 millions de francs CFA environ. Ce financement contribuera à la réalisation du projet de gestion des ressources naturelles
et changement climatique dont l'objectif est de promouvoir l'adoption de pratiques de gestion durable des sols et des ressources en eau dans 14 communes dans la région de Caille et Koulikoro. La ratification est une étape nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord. 3. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5356 ML signé à Bamako le 23 décembre 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de système hybride d'électrification rurale. Dans le cadre de la réalisation du projet de système hybride d'électrification rurale, dont l'objectif est d'accroître l'accès de la population rurale à l'énergie moderne et à augmenter la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le gouvernement de la République du Mali a signé avec l'Association internationale de développement un accord de financement d'un montant de 16 300 000 droits de tirage spéciaux, soit 12 milliards 118 millions de francs CFA environ. Le projet de système hybride d'électrification rurale au Mali vise notamment à améliorer les services et étendre les mini-réseaux existants, développer les marchés de l'éclairage hors réseau et de l'efficacité énergétique, soutenir la gestion du projet et le renforcement des capacités des parties prenantes du secteur de l'énergie rurale. L'accord de financement définit les conditions d'octroi et de remboursement du prêt. La ratification est une étape indispensable à son entrée en vigueur. 4. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'assistance technique numéro 2 MLI 131, signé ici à Bamako le 6 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID relatif au financement de l'étude de faisabilité et de l'avant-projet détaillé du tronçon Kidal-Timia-Ouine à la frontière algérienne, longueur 360 km de la route transsaharienne. Dans le cadre de sa politique de désenclavement intérieur et extérieur du Mali, le gouvernement de la République du Mali a signé à Bamako le 6 janvier 2014 avec la Banque islamique de développement un accord de prêt d'assistance technique d'un montant de 1 340 000 dinars islamiques, soit 994 millions de francs CFA. Le prêt servira au financement de l'étude de faisabilité et de l'avant-projet détaillé du tronçon Kidal-Timia-Ouine, frontière algérienne, d'une longueur de 365 km de la route transsaharienne. La réalisation de ce tronçon contribuera au désenclavement des régions qu'il traverse, à leur développement économique harmonieux et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Le projet vise spécifiquement à établir une liaison bitumée entre les localités de Bourem, Kidal, Abeybara et Timia-Ouine, de désenclaver la zone nord-est du pays, de réduire le coût des transports, d'encourager le flux des échanges et des investissements et de promouvoir l'intégration entre le Mali et l'Algérie. L'accord définit les conditions d'octroi et de remboursement de prêts. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. La direction des finances et du matériel a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre au niveau du département ou du groupe de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. Le présent projet de décret détermine pour les 5 prochaines années les ressources humaines nécessaires au fonctionnement de la direction des finances et du matériel du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de réhabilitation de l'avenue de l'an 2000 à Ségou, longueur 9,5 km. Le présent projet est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures et d'équipements routiers urbains engagés par le gouvernement.
Il porte sur la réhabilitation de l'avenue de l'an 2000 à Ségou, d'une longueur de 9,50 km. Les travaux à exécuter à cet effet comprennent le renforcement de la route existante, la mise en place d'une nouvelle couche de base en graveleux latéritique améliorée au ciment et d'un revêtement en béton bitumeux, la construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage, la mise en place des équipements d'éclairage public, la signalisation et de sécurité routière. Le marché est attribué après appel d'offres au groupement d'entreprises et je cadre un montant de 10 milliards 384 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 18 mois. Le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à hauteur de 42,49% et le budget national 57,11%. Sous le rapport du ministre du Logement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère du Logement. L'adoption du présent projet de décret a pour objet de doter la direction des finances et du matériel du ministère du Logement de moyens humains nécessaires à son fonctionnement sur les 5 prochaines années. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, hauts fonctionnaires de défense auprès du ministère de l'Industrie et des Mines, lieutenant-colonel Amadou Konaté. Directeur adjoint du génie militaire, colonel Boubacar Diallo. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, secrétaire général, M. Ataer Ag Iknan, inspecteur des services économiques. Chef de cabinet, M. Mamadou Sogoba, conseiller des affaires étrangères. Au titre du ministère de l'administration territoriale, conseiller technique, M. Kariba Tangara, vétérinaire et ingénieur d'élevage. Directeur général de l'administration territoriale, M. Moriba Sinayoko, administrateur civil. Conseiller aux affaires économiques et financières des gouverneurs des régions de Sikasso, M. Amadou Diabaté, vétérinaire et ingénieur d'élevage. Kidal, M. Kassoum Sangaré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, directeur des finances et du matériel, M. Sadou Mahamadou Diallo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Boubacar Kamara, chercheur. Au titre du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et directeur des finances et du matériel, M. Mahi Anne, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, directeur national de la Santé, Mme Binta Keita, médecin. Directeur général de l'hôpital de Gao, M. Ahmadou B. Maïga, médecin. Inspecteur à l'inspection de la santé, Mme Oumou Soumana Maïga, médecin. Au titre du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, de l'Information, directeur des finances et du matériel, M. Suleiman Dambélé, il est inspecteur des services économiques. Nanalou Traoré. Ibrahima, merci. Merci et bonne suite. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du président de la République adressé à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction et une grande tristesse que j'ai appris le tragique accident d'avion survenu ce mardi 11 février 2014 dans l'est de l'Algérie à Ennmila et qui a coûté la vie à plus de 100 personnes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence, aux familles des victimes durement éprouvées et au peuple algérien tout entier, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, notre profonde compassion et nos condoléances les plus émues. Je salue la mémoire des disparus et prie Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos éternel de leur âme.
qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération, signée Ibrahim Boubacar Keïta. Direction place de la République, le président de l'Assemblée nationale a accordé ce matin 3 audiences, respectivement à une délégation de la Cour pénale internationale, puis aux ambassadeurs de la Tunisie et du Burkina Faso. Le plénier est venu saluer la coopération des autorités maliennes dans les enquêtes que mène cette instance sur les crimes commis lors des douloureux événements survenus au Mali. Quant au second, ils sont venus saluer la nomination du chef des lieux. Compte rendu d'audience, c'est avec Ramata Konati. Il était question de justice ce mercredi à l'Assemblée nationale. La Cour pénale internationale a rendu hommage aux autorités maliennes pour leur participation aux enquêtes menées par cette instance. À la demande de Madame la procureure Fatou Bensouda, nous avons fait une visite de courtoisie au président élu de la nouvelle Assemblée nationale malienne. Et puis, pour encore une fois, renouveler aux autorités maliennes les remerciements du bureau du procureur pour la bonne coopération que nous recevons des autorités maliennes dans le cadre de notre enquête depuis que le Mali a porté l'affaire, les crimes qui ont été commis sur le territoire à l'époque de la crise. Auparavant, les ambassadeurs de la Tunisie et du Burkina Faso avaient été reçus en audience. Avec le premier, les échanges ont porté sur la coopération entre Tunis et Bamako. On a échangé sur les questions qui intéressent donc le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et le Mali. Nous avons évidemment parlé de la situation sous-régionale et des voies et moyens de lutter contre le terrorisme et l'intégrisme. Pour le second diplomate Lougué Kodjo, récemment nommé, il s'agissait d'une visite de courtoisie. Comme l'ambassadeur tunisien, il a félicité le président Issaka Sidibé pour son élection à la tête du Parlement. Tous ont encouragé le nouveau président à œuvrer pour consolider davantage les relations entre le Mali et leurs pays et institutions respectifs. Nous sommes à l'Assemblée nationale, restons-y. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place cet après-midi au cours d'une séance plénière. Il compte 18 membres, dont 3 femmes, et regroupe toutes les sensibilités, mouvances présidentielles ou oppositions. On retient surtout que la première vice-présidence de l'Assemblée revient à Mamadou Tounkara du groupe parlementaire RPM et la troisième vice-présidence à Amadou Sissé du groupe parlementaire VRD, Vigilance républicaine démocratique. Le premier questeur est Mamadou Djarassouba du RPM et deuxième questeur Belkoba de l'APM. Les travaux se poursuivent à l'hémicycle à travers la mise en place des commissions de travail et nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Bourama Traoré. Conférence de presse du ministre des Mines, Bougou Cissé, en donnant ce point de presse, a voulu partager avec la presse le fruit de la participation malienne au forum d'Indaba. Le ministre vient en effet de prendre part à ce forum où il a vendu aux investisseurs l'important potentiel minier et l'excellente politique d'investissement minier dont dispose notre pays. Faisons le point avec Aloussine Touré. La crise est derrière nous et les conditions d'investissement au Mali sont largement attractives. Les opportunités dans le domaine minier sont nombreuses et diverses, telle est la substance du message de la délégation malienne au Forum des investisseurs miniers d'Indaba. Tenu du 3 au 6 février dernier à Cape Town, en Afrique du Sud, le forum a enregistré un fort intérêt pour le Mali. On s'est appesanti sur le processus de normalisation qui était en cours, quand on a insisté sur le fait que la crise est à peu près quasiment derrière nous, même s'il y a encore quelques poches de sécurité, quelques problèmes d'insécurité dans le nord que nous essayons de régler à travers un dialogue inclusif. Mais la crise est derrière nous. Le pays, on est dans un processus de normalisation où les institutions se sont mises en place progressivement. Un président de la République a été élu avec un score record. Un gouvernement qui a été mis en place, une assemblée qui est en train de se mettre en place. Le ministre des Mines a également étalé les ambitions de son département.
3 axes majeurs sous-tendent la politique minière de notre pays. Il s'agit de l'axe de la diversification, celui de l'intégration et enfin la maximisation des recettes minières. On a un secteur minier qui jusqu'à présent a évolué de façon isolée par rapport à notre économie. Il était extrêmement important que l'on intègre les mines à notre économie pour que l'on en tire le maximum de profit. Je dis isolé, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce qui était important pour nous, et sans doute le contexte le justifiait, c'était de maximiser au maximum les recettes que l'on pouvait tirer de l'exploitation minière, les recettes fiscales. Et donc cet objectif-là a fait en sorte qu'on a développé, le secteur s'est développé comme dans une économie d'enclave. C'est-à-dire que complètement isolé, complètement pas du tout intégré à notre économie. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est aller vers une plus grande intégration. Parce qu'on pense que c'est par cette intégration qu'on peut créer plus de valeur et que c'est par cette intégration, tout en créant de la valeur, qu'on pourra créer plus d'emplois. D'autres sujets non moins importants ont figuré au nombre des préoccupations des confrères. Il s'agit de l'orpaillage qui occuperait environ 500 000 de nos compatriotes, du pétrole dont les indices restent très promoteurs ou encore des autres substances minérales réparties sur tout le territoire national. Arrêtons-nous à présent sur ces chiffres. 300 travailleurs licenciés, 600 autres dans la chambre d'attente des licenciements. Cela se passe en première région et il s'agit des travailleurs des mines. Face à la dégradation des relations employés-employeurs, les travailleurs des mines de Sadiola, Yatela, Gukoto et Loulo ont organisé ce mercredi matin une marche pacifique. Ils dénoncent les licenciements massifs et abusifs qu'un groupe minier de la région est en train d'effectuer. Les marcheurs entendent des autorités compétentes en la matière locale et internationale des réactions. Le film de la marche, c'est avec Kansoutou Kanouté. Organisée par la division Sinacom de Caille, cette marche de protestation s'est déroulée dans un climat pacifique. Ils sont sortis nombreux. Ce sont les travailleurs des mines de Sayola, Gungoto, Lulo et Yatela, les comités affiliés à l'UNTM de Caille et les populations pour manifester leur mécontentement. Plus de 300 travailleurs déjà licenciés par MS, sous-traitants à Yatela SA, et plus de 100 à Moulman, sous-traitants de Semos SA à Sayola, n'ont pas pu bénéficier de plans social de fermeture par le groupe Anglo Gold, alors que les licenciements intervenus s'inscrivaient dans le cadre de fermeture de la mine de Yatela SA et Semos SA. Nous ne disons pas que nous sommes contre les licenciements massifs, mais nous voulons être accompagnés, nous voulons qu'on ait un plan social pour l'accompagnement, la réinsertion des travailleurs licenciés. Fidèle à notre devise, unité, solidarité, action, pour dire que nous sommes un syndicat qui doit aller dans une solidarité pour agir. Cette marche a démarré devant la Bourse du Travail avec une escale à la tribune pour s'achever au gouvernorat par la remise d'un mémorandum au conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur. Moussa Ali Maïga a aussitôt prodigué des conseils aux travailleurs en les invitant à toujours suivre la voie du dialogue. Les autorités de la région les soutiendront suivant les tests de licenciement. Autre conférence de presse dans ce journal, c'est celle donnée par le ministre délégué à la coopération internationale du Royaume d'Espagne. Le ministre espagnol était face aux hommes de médias afin de faire le point de la coopération entre nos deux pays. Compte rendu, Isaac Chini. À travers cette conférence de presse, le ministre délégué pour la coopération internationale et pour l'Amérique latine de l'Espagne a fait le point de sa visite au Mali. Jésus Gracias Aldaz appelle diverses rencontres avec les autorités du pays et la population de Tombouctou et avoir désormais une bonne lecture de la situation dans notre pays. L'Espagne, qui consolide davantage son engagement aux côtés du Mali, a des domaines d'intervention précis. Nous avons travaillé dans le domaine de l'aide au développement, dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'aide humanitaire, et aussi dans le domaine de la sécurité. Et nous savons que la sécurité est un des problèmes
du Mali est un des problèmes qui doivent être adressés. Et c'est pour cela que l'Espagne participe à la mission de l'Union européenne pour la formation de la police du Mali. Les journalistes présents à cette conférence ont fait état du problème d'immigration entre le Mali et l'Espagne. Là-dessus, l'ambassadeur José Maria rassure. Que le gouvernement espagnol et le gouvernement malien collaborent ensemble afin que des citoyens maliens voyagent en Espagne, travaillent en Espagne pour une période fixe, déterminée, et qu'à la fin de leur contrat de travail, ces gens-là rentrent au Mali. Ça, on le fait d'une façon régulière, mais malheureusement, lorsque la crise économique a éclaté dans notre pays, le marché du travail était vraiment fragile, donc on n'avait pas la chance d'amener chez nous des travailleurs d'autres pays. Depuis 2006, des accords de coopération existent entre le Mali et l'Espagne. Toujours avec le ministre délégué espagnol, la délégation s'est également rendue à Tombouctou. Sur place, Jesús García a pu apprécier les réalisations financées par son pays. L'Institut Ahmed Baba, les médias locaux et les notables ont eu aussi la visite du ministre. Yéatan Dinan nous en parle. C'est une journée bien remplie pour le ministre délégué chargé de la coopération internationale de l'Espagne à Tombouctou. Accompagné d'une forte délégation des humanitaires, l'hôte du jour s'est rendu successivement sur le site du Jardin de la Paix, où 42 associations féminines font le maraîchage. Ensuite, le CESCOM de Sankoré et la mairie de Tombouctou. C'est pour s'imprégner des réalisations et appuis du gouvernement espagnol que le ministre s'est rendu personnellement dans cette localité. C'était pour visiter une ville qui est bien connue dans le monde, qui a souffert récemment l'occupation et qui commence à reprendre le développement et la vie citoyenne. Alors, on voulait montrer l'engagement de l'Espagne avec le Mali et très spécialement avec Tombouctou. Depuis les premières heures de la libération, l'Espagne intervient à Tombouctou à travers des ONG comme l'AMSS, Agroaction Allemande et ICO. Le ministre est convaincu des nombreuses attentes de la population. Nous avons honoré nos engagements lors de la réunion de Bruxelles. On a versé l'année dernière 18 millions d'euros en Mali et on a pu constater lors de notre visite au Jardin de Paix et au centre de santé comment cet argent est bien dépensé, comment ça contribue à améliorer les conditions de vie de Tombouctou. Une visite à l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba a permis au ministre de découvrir les manuscrits qui évoquent le passage de la communauté andalouse à Tombouctou. La révolution iranienne a 35 ans. Pour marquer cette date anniversaire, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali a offert hier soir une réception à sa résidence. Occasion pour le diplomate de retracer l'historique de cette révolution et de parler de la bonne coopération existante entre nos pays. Mohamed Ould Mamouni était présent à la cérémonie. Son reportage. Après une lecture brève du Saint-Coran, Dr Ali Reza Kassaï, l'ambassadeur de la République islamique de l'Iran au Mali, a brossé l'évolution politique et économique de son pays. Il dira que février 1979 marque la date de la victoire de la révolution iranienne. Son peuple, debout comme un seul homme, sous la direction de feu Imam Khomeini, a libéré l'Iran du régime dictatorial dont les racines remontent à plus de 2500 ans. Une révolution suivie d'un référendum a donné naissance à la République islamique d'Iran. La révolution islamique qui a été lancée cette année pour libérer le peuple iranien du fardeau oppressif millénaire mènera à l'adoption de la République islamique d'Iran à travers un vote populaire de plus de 88%. L'Iran est l'un des gouvernements les plus démocratiques dans le monde, car sa vie politique est marquée par la tenue régulière, transparente et populaire de plus d'une trentaine d'élections distinctes. L'Iran condamne avec détermination le terrorisme. Le pays est constamment victime de ces phénomènes terribles de la part des ennemis extérieurs. Parlant de la coopération, Dr Ali Reza Kassaï s'est réjoui des relations que l'Iran entretient avec les pays africains, particulièrement avec le Mali. C'est le lieu de rappeler la position de mon pays qui reste invariablement attaché à l'intégrité territoriale du Mali et à sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran a réitéré le soutien de son pays dans le sens du raffermissement de la coopération entre Bamako et Téhéran.
Les travaux de validation du plan d'action national 2014-2018 de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre ont commencé ce mercredi. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours au cours duquel les participants tenteront d'adapter le plan d'action 2010-2014 aux normes internationales, notamment à la convention de la CEDEAO. Nous, Sissoko, reportage. Le plan national 2010-2014 de lutte contre la prolifération des armes légères arrive à son terme. La volonté politique des autorités de poursuivre le combat nécessite l'adaptation du nouveau plan d'action aux normes internationales, en l'occurrence à la convention de la CEDEAO en la matière. Il s'agit aussi de prendre en compte les avis des couches nationales afin de parvenir à une version consensuelle. La convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, instrument juridiquement contraignant, a mis un accent particulier sur l'harmonisation de la fabrication artisanale dans la sous-région. Beaucoup de fabricants traditionnels, de plus en plus, travaillent en dehors de tout contrôle. Le Mali a fait un pas important dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est du moins la conviction du directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Le Mali a mis la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au centre de sa politique, en mettant en place déjà en 1996 la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Les populations des pays infectés par l'infiltration des armes légères sont continuellement exposées à ces souffrances inacceptables et les perspectives de la réconciliation et de la paix tant espérées sont souvent différées. Le plan d'action qui sera validé à l'issue des travaux de cet atelier servira d'outil de référence dans le partenariat entre les différents acteurs de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dans notre pays. C'est demain que s'ouvrent dans notre pays les travaux du 14e forum de Bamako. Cette rencontre qui porte sur le thème paix, sécurité, développement regroupera pendant 3 jours des experts du monde entier. Ensemble, ils vont partager leur point de vue sur des sujets en rapport avec le thème. Pour plus de précision, écoutons le vice-président de la Fondation Forum de Bamako, Abdoulaye Koulibaly. Il est au micro de Abdraman Maïga. On s'est rendu compte, dans ce que nous venons de vivre au Mali, qu'il n'y a pas de paix sans sécurité et sans le développement. Et c'est l'enjeu majeur de la réunion du 13, 14 et 15 février prochain, qui va réunir à Bamako des personnalités d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, qui vont parler essentiellement de quelle stratégie notamment les États-Unis ont pour les pays du Sahel, quelle stratégie l'Europe a pour le Sahel, quelle stratégie l'Union africaine a pour le Sahel, quelle stratégie la CEDEAO a pour le Sahel, et enfin, quelle est la politique du Mali par rapport à la mutualisation des dispositifs de sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Donc on va parler au niveau sécurité de ces différentes stratégies pour converger essentiellement vers une seule stratégie, quelle stratégie pour le Mali. Mes attentes par rapport à ce forum, c'est d'abord amener mes concitoyens à s'ouvrir, à écouter. Parce que c'est seulement dans l'humilité qu'on peut avancer. Et quand on va écouter toutes ces sommités, on va comprendre une chose: on a toujours beaucoup à apprendre et on a toujours besoin des autres. Autre grand titre de ce journal, la police nationale renforce la sécurité dans la capitale malienne, notamment au niveau des descentes des 3 ponts. Pour cela, elle procède tous les soirs au contrôle des documents et à la fouille minutieuse des véhicules. L'opération vise à sécuriser davantage les personnes et leurs biens. Pour mener à bien donc cette mission, la police sollicite l'indulgence des populations, nous précise Ibrahima Traoré. Soirée ordinaire à Bamako, il est presque minuit. Nous sommes à la descente du pont Fad. Quelques éléments de la police nationale s'apprêtent ici à renforcer la sécurité. Et cela commence tout d'abord par des consignes. Pas de violence. Vous faites arrêter les usagers dans la plus grande discipline. Vous contrôlez les pièces d'identité et les permis de conduire.
et vous fouillez minutieusement les coffres des véhicules. Avez-vous reçu? Ok. C'est donc parti pour une opération de contrôle maximum. Un agent fait descendre la barrière. Non loin de là, un autre, muni de son sifflet, prévient les usagers de la circulation. Pour plus de sécurité, le dispositif est discrètement renforcé par des éléments en armes, positionnés parfois à des endroits stratégiques. Dans la courtoisie, les policiers procèdent au contrôle des documents et à une fouille systématique et minutieuse de tous les véhicules. Le travail consiste surtout à chercher tout objet suspect. Le but de tout ça, c'est d'empêcher la commission de tout acte terroriste à Bamako. Cette opération se déroule quasiment tous les soirs au niveau des 3 ponts de la capitale malienne. Elle mobilise les 15 commissariats du district de Bamako. L'initiative est différemment appréciée par les usagers de la circulation. Je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est pour la sécurité de la population qu'ils le font. Ça, c'est de la merde. Hein, il ne peut pas quand même vérifier que tous les véhicules de Bamako. Ce n'est pas aussi sur le pont qu'on peut faire ça. Il faut que les gens soient indulgents. Ce qu'ils font là, ils font ça pour nous. Ben, qu'ils se disent que c'est pour leur propre sécurité qu'on le fait. Et qu'ils ont intérêt à s'y plier. Les messages que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est que toutes ces opérations sont faites pour les rassurer davantage, assurer leur sécurité et puis assurer la sécurité de leurs biens également. Une campagne d'information semble nécessaire pour sensibiliser davantage les populations. En attendant, les personnes mal intentionnées sont averties. Voilà l'indulgence des populations sollicitées. Toujours en parlant des moyens mis en place par le gouvernement pour faire de Bamako où il fait bon vivre, c'est à Lassa, en commune 4 du district de Bamako, que le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville était ce mardi. La visite avait pour but de comprendre les difficultés auxquelles la population est confrontée afin de trouver solution. Abdul Karim Kaba a suivi la visite. Cette Assemblée générale participative se veut un cadre d'échange et de partage par rapport aux problèmes rencontrés par la population de Lassa. Entre autres difficultés, accès à l'eau potable, manque d'hôpital, routes, électricité, chômage des jeunes. Le choix de Lassa s'explique. Lassa est de tous les 8 quartiers de la commune 4, c'est lui qui est le plus défavorisé. Il y a un quartier qui n'est pas loti, où les problèmes d'eau, d'électricité, de voies d'accès sont des problèmes très présents et très difficiles. Donc comme on l'a fait dans les autres communes, nous avons choisi le quartier où les conditions de vie sont les plus difficiles. Pour pallier tous ces problèmes, le ministre Mara entend procéder ainsi. Quel que soit ce qui va être réalisé, les populations vont participer. Quel que soit ce qui va être réalisé, la mairie va participer. Quel que soit ce qui va être réalisé, le ministère et les autres partenaires éventuellement vont participer. Donc voilà cet exercice que nous conduisons depuis maintenant 2 mois à l'intérieur de Bamako. Lassa est la 5e étape d'une série de rencontres après Bagarbougou en commune 2, Irimadio en commune 6, Sabalbougou en commune 5 et Koulnouko en commune 3, initiée par le ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali était aujourd'hui au centre des échanges entre le conseil communal du district de Bamako et une délégation de la Banque mondiale. Il s'agissait pour les 2 parties de faire le point d'exécution du projet afin d'identifier les difficultés. Agali Ag Agissa nous fait le point de la rencontre. Le district de Bamako est bénéficiaire de même que d'autres villes du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Et c'est dans le cadre de la supervision de ce projet qu'une délégation de la Banque mondiale a rencontré le conseil communal du district de Bamako. Le projet, dans sa 2e composante intitulée Investissement prioritaire, réforme institutionnelle et renforcement des capacités du district, concerne uniquement la ville de Bamako et vise à améliorer le cadre de vie des populations. Le projet devait faire une voie à Boulkassoumbougou en commune 1, la rue 525 qu'on appelle communément la rue Montana. Le projet doit financer le collecteur P7 le long du cimetière de Lafiabougou et 2 rues à Lafiabougou. Et enfin, le projet doit faire des infrastructures à Banakabougou en commune 6 du district. Il y a eu des couacs par rapport au premier investissement qui aurait dû être réalisé courant 2013, c'est la rue 525. Donc pour résorber
Ce retard-là est allé de plus de l'avance. Il a été convenu de regrouper l'ensemble des associations du sous le 10 en 2 tranches. En termes de difficultés, on note le faible taux de décaissement, la lourdeur administrative, entre autres. Les autorités communales ont apprécié cette démarche pédagogique de la Banque mondiale. Nous avons demandé effectivement à nos partenaires de la Banque mondiale, c'est de voir avec la Direction générale des marchés publics comment faire en sorte qu'il y ait un peu de sévérité dans le traitement des dossiers afin que les populations ne soient pas pénalisées inutilement. Tout projet qui va dans le cadre de l'épanouissement, dans le cadre du confort, dans le cadre de la sécurité des populations doit être traité de façon spéciale, de façon particulière. Les partenaires qui sont la Banque mondiale et la coopération suisse déboursent environ 12 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de cette deuxième composante du projet. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la gouvernance locale et financé sur des critères de performance. À présent, nouvelle de nos régions sur invitation des 3 chambres des métiers des 3 régions du Nord de l'artisanat du tourisme en compagnie de son collègue de l'emploi vient de séjourner à Tombouctou. Les 2 membres du gouvernement ont pu ainsi faire l'état des lieux des infrastructures détruites par les occupants. Sur le terrain, Mme Berthet a rencontré des promoteurs d'hôtels, des artisans et des opérateurs touristiques afin de converger les énergies pour la relance du secteur. Sur place, le compte-rendu de Adama Djinvi. À Tombouctou, le sous-secteur tourisme, artisanat et hôtellerie est coulé au sol depuis 2009. Quant aux promoteurs, ils sont à l'image de leur secteur fébrile. Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme y est venue constater les dégâts occasionnés par les terroristes afin de booster le secteur. Après la crise que nous avons bien voulu visiter nos infrastructures hôtelières, le village artisanal, une maison des artisans que nous avons pu construire pour les femmes, les artisanes de Tombouctou. Donc là, vous avez vu, après la crise, pratiquement, il ne reste plus rien. La maison a besoin d'être rénovée et réhabilitée. Le village a été carrément saccagé. En compagnie de son collègue en charge de l'emploi, Mme Berthet a également visité l'hôtel La Maison, le siège de la Chambre des métiers complètement dévasté et la tannerie des femmes de Tombouctou. Face à ce désastre, le gouvernement s'attelle pour la mise en état de ces infrastructures. Au niveau du budget national, c'est vrai que nous pourrons faire une partie de la rénovation, mais nous comptons surtout sur les partenaires. Au musée El Massour, certains promoteurs comme Khalil Ibrahim Sidi Touré ont décidé de conserver une partie de l'histoire authentique de Tombouctou. Tombouctou étant une vieille ville, de vieille civilisation, autrement doit avoir des témoins culturels extraordinaires. Alors c'est comme ça que nous avons concocté, sélectionné tout ce qu'il y a comme objet ancien qui parle un peu de la culture de Tombouctou. Et là, on a ouvert un musée. Avec les différents acteurs, le ministre a eu une rencontre pour faire l'état de lieux des sites affectés par la crise. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique était hier à Wélé-Sébougou. Marie-Beth Léonard répondait ainsi à une invitation du maire de la commune, occasion pour le diplomate américain de visiter certaines infrastructures de la localité et d'assurer les autorités locales de son soutien aux actions de développement. Une visite suivie par Sokona Kamisoko. C'est dans une atmosphère festive que la population de Wélé-Sébougou a accueilli l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Marie-Beth Léonard était venue s'enquérir du niveau de développement de la localité. Par la même occasion, et réitérer sa disponibilité à accompagner les autorités communales en vue d'améliorer davantage les conditions de vie des populations de Wélé-Sébougou. L'intérêt est peut-être multiple, parce que je sais bien qu'à travers les années, qu'il y avait pas mal de liens entre les communautés américaines et les communautés de cet endroit. Et j'ai pris l'habitude d'accueillir les volontaires, les médecins, etc., qui étaient en déplacement avec le Wélé-Sébougou à l'ambassade pour les remercier et pour entendre de leurs bons travaux. La diplomate américaine a saisi l'occasion pour visiter certaines infrastructures, au nombre desquelles le stade municipal, le chantier du nouveau centre de santé de référence. Autre infrastructure qui a reçu la visite de la délégation, le centre hybride de Wélé-Sébougou. À l'issue de cette visite, l'ambassadeur Marie-Beth Léonard s'est dit impressionné du niveau organisationnel des populations.
Je suis très impressionnée par l'engagement communautaire de ces villages. Et c'est une chose qui est très très importante. La citoyenneté, c'est d'être engagé dans le bien-être de votre communauté, de vraiment parler de vos besoins, de les exprimer et aussi de participer dans la vie civique. Cette visite est placée dans le cadre du programme ambassadorial de la mairie de Wélé-Sébougou pour d'abord faire sortir les bonnes réalisations des collectivités territoriales. Aussi faire sortir les bonnes nouvelles de la bonne gouvernance dans la commune de Wélé-Sébougou et surtout faire en sorte que le reste du Mali entendre et les réalisations. Enfin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique s'est rendu à l'école de Feré-Kourouba avant de rencontrer les populations de Tinkili. Démarrage des travaux de l'atelier de lancement de l'étude de faisabilité du projet de mise en valeur du système Fagibine. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la politique de développement agricole de notre pays. Elle est financée par le Royaume de la Norvège à hauteur de 215 millions de francs CFA et doit durer 3 mois. Lamine Keïta. Sous la supervision de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine, l'étude va permettre de disposer d'une photographie de la situation actuelle de la zone. Il s'agit de faire dans un premier temps une photographie de l'existant et dans un second de dégager les grandes tendances pour une meilleure exploitation de la zone. Cette étude s'inscrit vraiment dans le cadre, comme je l'ai dit, du projet d'appui à la restauration du système Fagibine financé par la Norvège. Et c'est une étude qui vise à étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale de la seconde phase du projet. Selon les représentants du Royaume de la Norvège au Mali, le financement de cette étude s'inscrit dans le cadre de l'appui au développement agricole de notre pays. La motivation est que c'est un endroit qui est très intéressant. Il y a des grandes superficies qui est cultivable, qui peut donner du travail, qui peut donner de nourriture pour la population. Encore, c'est une zone où on a eu un peu de problèmes de sécurité. Le système Fagibine s'étale sur les sacs de Diré, Gundam et Tombouctou. En 4e région, la Fondation Intervida Educo envisage de mener 2 projets dans le secteur de l'éducation. Ces projets concernent 54 écoles partenaires. Le témoignage depuis Ségou de Kandeshila. Il s'agit, à travers cette journée de lancement des programmes de la Fondation Intervida, de partager avec les autorités, acteurs et bénéficiaires directs la vision de la Fondation d'améliorer la qualité de l'éducation et l'accès des enfants à cette éducation dans les conditions idoines. En 2014, nous allons mener des projets, 3 projets d'éducation, 3 projets dans la santé et des projets dans le développement local autour de ces 54 écoles où nous allons travailler sur la formation des enseignants, sur des cours de remédiation pour les élèves. Les participants ont été informés de la fusion de la Fondation avec l'Éducation sans frontières en 2015 pour former Educo. Une des raisons de ce mariage est de mieux protéger les enfants afin de jouir pleinement de leurs droits. L'alliance entre Intervida et Éducation sans frontières est faite pour une raison stratégique et pour améliorer notre travail autour de l'éducation et sur la protection des enfants. Parce qu'Éducation sans frontières est une ONG espagnole qui travaille depuis plus de 20 ans sur l'éducation. Les activités de santé et d'hygiène ne seront pas en marge de ce nouveau programme. C'est ainsi que les 25 000 enfants des écoles partenaires vont continuer à bénéficier de la prise en charge sanitaire et de suivi médical. Intervida Educo compte aujourd'hui sur le soutien de près de 100 000 parrains et partenaires pour offrir une formation de qualité à des milliers d'enfants. Un tour à présent dans nos assiettes, ou dirais-je plutôt dans un jardin maraîcher, avec comme invité principal la tomate. À Sorobasso, dans le cercle de Koutiala, on veut faire de ce légume une véritable source de croissance économique et de revenus pour les pôles d'entreprises agricoles, mais aussi un élément essentiel de notre nourriture. Pour cela, l'ONG Centre d'appui à l'autopromotion pour le développement a organisé une journée porte ouverte sur la question. Découvrons la tomate sur toutes ses facettes avec Daouda Diakiti. En organisant cette journée paysanne autour de la tomate dans la commune de Sorobasso, cercle de Koutiala, l'ONG Centre d'appui à l'autopromotion pour le développement CAD
Sur financement du Centre international pour la fertilisation des sols en Afrique et RDC, veut accompagner les pôles d'entreprises agricoles à tirer meilleur profit de leur production et accroître leur productivité. L'accompagnement, c'est pour améliorer le cadre de vie de la population. Ici, à Sorobasso, rien que l'an passé, ils ont vendu plus de 180 000 tonnes de tomates. Ces tomates sont exportées même sur le Burkina et le Ghana. Et une grande partie également est achetée par nos commerçantes locales, notamment celles de Koutiala et de Sigasso. Il s'agit aussi, à travers ce cadre d'échange d'expériences, de permettre l'instauration d'un partenariat entre l'ensemble des acteurs impliqués, producteurs, fournisseurs d'intrants et opérateurs économiques de Koutiala, en vue de booster l'économie familiale et communale. C'est pour renforcer les liens de collaboration entre les différents acteurs du PEA. L'an passé, il y avait seulement une seule UPA, une seule unité de production agricole de Sorobasso, qui a fait plus de 5 millions en tomates. Donc 5 millions, ça lui aide facilement à payer sa TDRL. La visite des parcelles de tomates estimées à plus d'une centaine d'hectares de la coopérative communale et des produits de transformation du groupement des femmes a mis fin à la journée. De très belles tomates et c'est de saison. Quittons Sikasso pour Mopti où a eu lieu le lancement des activités de l'ONG Devoir et Dignité. L'ONG veut d'une part contribuer à l'apaisement de la souffrance des populations du delta central du Niger affectées par les effets néfastes de la crise du Nord. D'autre part, lutter contre les maladies silencieuses, notamment l'hypertension artérielle, le diabète ou encore l'hépatite B. Mamar Ibrahim Touré, correspondance. De sa création en 2009 en Suisse, l'ONG internationale Devoir et Dignité avait inscrit parmi ses activités le parrainage des personnes de troisième âge et la sensibilisation des Africains de la diaspora. Aujourd'hui, ce sont les populations du delta central du Niger qui bénéficient de ces activités à travers des campagnes de lutte contre les maladies silencieuses et de contrôle sanitaire. La cérémonie a pour objet d'entretenir un partenariat conscient et de qualité avec les structures en charge de la santé et de l'action humanitaire, afin de lutter énergiquement contre les maladies dites silencieuses. Il s'agit de l'hypertension artérielle, il s'agit du diabète, il s'agit de l'hépatite B. Notre mission fondamentale d'abord, c'est de prévenir d'abord la tension artérielle qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, prévenir l'hépatite B et prévenir le diabète sous toutes ses formes. L'ONG internationale Devoir et Dignité vient augmenter le nombre des ONG internationales venues contribuer à l'apaisement de la souffrance des populations de Mopti. Je reste persuadé que la réalisation des activités de l'ONG contribuera sans équivoque à atteindre son autre objectif de lutte contre les maladies dites silencieuses. La présidente de la FERASCOM, le directeur régional de développement social et de l'économie solidaire, le coordinateur des ONG et d'autres partenaires ont pris l'engagement d'accompagner l'ONG internationale. Voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité d'aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Dans une poignée de minutes, les nouvelles du temps avec Abibatou Diakité. Nos éditions matinales de demain seront une présentation.